Parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont mauvais, voici une série sur les arguments bidons de la Terre plate. Un par un, les arguments les plus courants seront débunkés, et enfin, peut-être, les platistes comprendront-ils leur erreur. Sur la chaîne d'Éric Dubé, cette vidéo veut démontrer que la Terre ne tourne pas. J'insiste, je ne parlerai que des 3 premières minutes de cette vidéo. Alors au début, on nous présente des nuages, défilant en accéléré, on nous dit que le résultat serait encore pire si la Terre tournait, que les nuages iraient encore beaucoup plus vite. Ici, on présente l'impossibilité des feux d'artifice et de la pluie d'exister si la Terre tourne. En effet, l'air qui est plus haut doit tourner plus vite, ce qui rend impossible les feux d'artifice et la pluie tels qu'on les connaît. Enfin, le saut de Baumgartner. Si la Terre tourne sous Baumgartner, celui-ci aurait dû atterrir à 4000 km à l'ouest de son point de départ, alors qu'il a atterri en fait à 70 km à l'est. Ça voudrait dire que la Terre n'a pas tourné sous lui. Tous ces arguments portent sur le même phénomène, la rotation de l'atmosphère. Je vois dans cette argumentation divers problèmes. Premièrement, admettons que la Terre ne puisse tourner pour toutes ces raisons. Qu'est-ce que ça prouverait sur la rotondité de la Terre? Rien du tout. Si, je dis bien si, la Terre ne peut pas tourner, on pourrait toujours penser qu'elle est ronde et immobile au centre de l'univers. C'est d'ailleurs le modèle géocentrique que les platistes oublient si rapidement. Les platistes ont tendance à réfléchir en 2 alternatives radicales. Soit la science a 100% raison et la Terre et le monde sont parfaitement toujours comme elle le dit, soit la Terre est plate, immobile et surmontée d'un dôme. Mais non, il y a plusieurs autres alternatives. Il y a par exemple le modèle de Ptolémée. Celui-ci disait que la Terre était au centre et que tous les autres astres tournaient autour d'elle. Il y a aussi celui de Tycho Brahe qui en est une modification. Tycho Brahe pensait aussi que la Terre était au centre, mais il pensait que toutes les planètes tournaient autour du Soleil, qui lui-même tournait autour de la Terre. On pourrait penser à une infinité d'autres modèles pour tenir compte de multiples phénomènes. Si jamais il s'avérait que la Terre était mobile, la conclusion logique de tout cela n'est pas que la Terre est plate et surmontée d'un dôme. En d'autres termes, cet argument ne nous dit rien de la forme de la Terre. Deuxièmement, lorsqu'Éric Dubé affirme que les nuages bougeraient très vite si la Terre tournait, il suppose que la Terre tourne, mais pas les nuages. Alors là, je vais l'énoncer clairement et plusieurs fois pour que ça rentre bien dans la tête des platistes. L'atmosphère tourne avec la Terre. L'atmosphère tourne avec la Terre. L'atmosphère tourne avec la Terre. J'explique pourquoi plus loin, mais pour l'instant, est-ce que c'est clair? Donc, comme l'atmosphère tourne avec la Terre, les nuages tournent avec la Terre. Évidemment, il y a une certaine indépendance entre l'air et la Terre, c'est ce qu'on appelle le vent. Mais globalement, la masse d'air se déplace à des vitesses proches de la rotation de la Terre. La vidéo d'Éric Dubé affirme que les feux d'artifice et la pluie seraient impossibles sur une Terre en mouvement. J'avoue être surpris par cet argument car, pour une fois, les prémices de base sont bonnes. Il est vrai, en effet, que si l'atmosphère tourne avec la Terre, ça signifie que plus on monte en altitude, plus l'atmosphère doit tourner vite pour tourner avec la Terre. En effet, le parcours fait par un point du sol n'est pas le même que le parcours fait en altitude. Le cercle parcouru en 24 heures est en effet plus grand si on est en altitude, et donc la vitesse est supérieure. Ce point de départ est vrai. Il est aussi vrai que l'air au pôle va moins vite que l'air à l'équateur. Avec la rotation de la Terre, le cercle complété en 24 heures par l'air proche des pôles est plus petit que celui complété par l'air à l'équateur. Et c'est ce qui explique l'effet Coriolis. Lorsqu'un vent du nord va vers le sud, il va moins vite et se ramasse à la traîne, ce qui le fait dévier vers la droite.
alors que celui à l'équateur montant vers le nord va plus vite et est donc lui aussi dévié vers la droite. Encore une fois, la prémisse est vraie, mais la conclusion devrait être le contraire, à savoir que la Terre tourne, car on ne peut pas expliquer le sens des vents et des courants marins avec une Terre fixe. De plus, une fois qu'on a dit ça, on ne peut aucunement conclure que les feux d'artifice sont impossibles. Pour faire mes explications, je vais avoir besoin de faire des mathématiques. Oui, je sais, les platistes ressemblent à ça lorsqu'on veut leur faire des maths. Message aux platistes, il faut que vous compreniez que les maths, c'est bon pour vous, même si vous n'aimez pas ça. Ça vous permet d'avoir l'air moins fou, comme les bains. Donc, calculons. Une personne se trouvant sur Terre à l'équateur fera un tour en 24 heures. Pour calculer la distance parcourue, on utilisera cette formule. La circonférence d'un cercle égale 2 fois pi fois r. Dans ce cas-ci, r est le rayon de la Terre à l'équateur, soit 6378 km. Cet observateur fera donc 40 074 km en 24 heures. Supposons un instant que l'air au-dessus de cet observateur soit parfaitement fixe par rapport à l'observateur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun vent. À quelle vitesse irait la particule d'oxygène se trouvant à 1 km d'altitude? C'est facile à calculer, le rayon devient ainsi 6378 plus le kilomètre d'altitude, soit 6379 km. Avec la formule 2πr, on remarque que cette particule fera 40 080 km en une journée. Donc, la particule d'air à 1 km d'altitude parcourt 6 km de plus en 24 heures. On divise ce 6 km par 24 pour savoir quel est le parcours en 1 heure, ce qui fait 0,25 km/h. À supposer qu'un feu d'artifice se rende à ce kilomètre d'altitude, ce qui en fait 3 fois plus que la hauteur réelle des feux d'artifice, cette différence de vitesse n'affectera en rien le spectacle pour l'observateur. 0,25 km/h. C'est rien à comparer à la vitesse des vents qui influence bien plus le feu d'artifice. Et tout le monde sait bien que des vents ordinaires n'empêchent pas les feux d'artifice. Allez, faisons le calcul avec la pluie. Pour la pluie, c'est la même chose. À supposer que la gouttelette de pluie tombe à partir d'une altitude de 10 km, ce qui est déjà pas mal haut, elle irait plus vite que le sol, d'à peine 2,4 km/h, ce qui encore une fois n'est rien à comparer à la vitesse des vents, 2,4 km/h. La personne se trouvant au sol ne verra aucune différence. Enfin, qu'en est-il du saut de Baumgartner? D'abord, il y a une erreur dans les calculs. Quand on dit que Baumgartner est parti du Colorado, on ne peut pas dire que la Terre tourne en dessous de lui à 1670 km/h, parce que le Nouveau-Mexique n'est pas à l'équateur. En fait, j'évite les calculs parce que... mais la vitesse serait plutôt de 1400 km/h. Je sais, c'est un détail, mais quand même, j'aime bien souligner l'erreur méthodologique de la vidéo. Ça vous donne une bonne idée de la qualité des recherches de ce chercheur de vérité. Sinon, le plus important, c'est que la vidéo a dit 30 secondes plus tôt que l'air devrait tourner avec la Terre, en allant même plus vite. Écoute Eric, t'avais la réponse sous tes yeux 30 secondes plus tôt. L'atmosphère tourne avec la Terre. Donc revenir à cette idée que la Terre tourne en dessous de Baumgartner pendant les 2h30 d'ascension est ridicule. Que Baumgartner ait atterri 70 km à l'est fait parfaitement sens. Généralement, la masse d'air tourne avec la Terre, mais les vents existent, et les vents sont généralement d'ouest vers l'est. En 2h30, une dérive de 70 km me semble vraisemblable. Pourquoi la masse d'air suit-elle la masse terrestre dans sa rotation? En fait, vous savez bien que ce n'est pas parfaitement le cas, car il y a des vents, ce qui signifie que l'air ne bouge pas exactement avec la Terre. Mais mis à part ces variations qui correspondent au vent, l'atmosphère tourne généralement avec la Terre. Pourquoi donc? Pour vous présenter cela, il faut comprendre 3 notions de physique. J'insisterai sur la première, qui est ici la plus importante, l'inertie. Je répète, l'inertie. Je répète encore, l'inertie.
Pour être franc, je n'ai jamais entendu ce mot de la bouche d'un platiste, ce qui montre son inculture scientifique alors que ce terme est crucial pour comprendre pourquoi la Terre ne doit pas tourner en dessous de Baumgartner pendant que celui-ci se trouve dans les airs. Le principe d'inertie développé par Galilée, si je ne me trompe, se voit dans la première loi de Newton. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Cette loi signifie ceci. Un objet qui est au repos, c'est-à-dire qui ne bouge pas, restera au repos, toujours, tant et aussi longtemps que rien ne vienne appliquer une force dessus. Mais c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est qu'à l'inverse, un objet qui est en mouvement, uniforme en ligne droite, en raison de son inertie, continue son mouvement en ligne droite de manière uniforme. De manière uniforme, ça veut dire à vitesse constante, et ce, tant que rien n'influence cet objet. Comprenez bien ce que ça veut dire, c'est qu'un objet qui bouge déjà n'a pas besoin d'être poussé pour bouger. Un objet qui bouge continue de bouger de lui-même sans qu'on y touche, de manière rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, et toujours à la même vitesse. Toujours et infiniment. Je vous entends déjà me dire que c'est impossible qu'un objet auquel on ne touche pas continue sa route continuellement, et je comprends votre étonnement. Car dans la vie de tous les jours, nous ne nous rendons pas compte de ce principe d'inertie, car tout ce qui nous entoure est soumis à des forces de toutes parts et de tous côtés. Prenez par exemple un cycliste qui fait du vélo. Je prends cet exemple parce que je fais du vélo. Pourquoi a-t-il besoin de toujours pédaler alors que le principe d'inertie veut que celui-ci aille toujours à vitesse constante sans appliquer aucune force? C'est que sur lui, à tout moment, s'appliquent toutes sortes de forces qui le freinent constamment. Si vous êtes cycliste, vous savez comme moi que la force la plus importante est la résistance de l'air. Aucun cycliste n'aime avoir le vent de face. Mais même sans le vent, l'air nous freine. Et pas seulement l'air par en avant, mais aussi par en arrière. C'est la traînée. C'est ce qui explique pourquoi les roues profilées sont utiles. En plus de l'air, il y a bien sûr la friction du sol. Vous savez que si vous avez des roues plus larges, vous devez forcer davantage, car le contact des roues au sol nous freine. Il y a aussi les frottements mécaniques du vélo. Les roulements à billes, même s'ils coûtent cher, occasionnent des frottements qui ralentissent les roues. Et enfin, il y a aussi la gravité dont je parlerai plus tard. Un cycliste qui monte doit lutter contre elle. C'est une autre force qui vient le freiner, car alors que lui veut gravir la montagne, la gravité le tire vers le bas. Évidemment, en descente, là, c'est l'inverse. Mais vous comprenez le principe. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours des forces qui agissent sur le cycliste qui transforment l'énergie cinétique, c'est-à-dire le mouvement, l'inertie, en chaleur et le ralenti. Dans la vie de tous les jours, encore une fois, c'est la même chose pour tout. Lorsque nous marchons, lorsque nous nageons, lorsque nous lançons une balle, il y a des forces de frottement qui ralentissent les objets, ce qui fait en sorte qu'on ne se rend pas compte de ce principe d'inertie, qu'un objet allant à vitesse constante garde naturellement sa vitesse constante. Malgré tout, n'importe quel humain aujourd'hui peut comprendre que le principe d'inertie est réel. En effet, à l'intérieur d'un train, nous savons bien qu'une fois lancé, toutes les choses à l'intérieur du train semblent être au repos. Tout le monde peut observer ça, qu'une pomme lancée en l'air dans un train ne part pas par en arrière, car elle a son inertie, tout comme vous. Elle ne semble pas bouger par rapport à vous alors qu'une personne de l'extérieur la verrait aller bien plus vite. Autre exemple, vous avez sans doute déjà observé une mouche voler dans une voiture filant à 100 km/h. La mouche ne pourrait d'elle-même aller à cette vitesse. C'est la voiture qui l'a accélérée, mais une fois que la voiture fait la vitesse constante, la mouche se promène dans l'habitacle comme si de rien n'était, comme ce drone. Ici, on voit un danseur dans un métro en mouvement, en équilibre sur les mains, parfois une seule, comme si de rien n'était. Tout simplement en raison de l'inertie. Lorsqu'on leur montre ceci, les platistes ont tendance à répondre que ce n'est pas pareil, qu'une voiture, un train ou un avion sont des espaces clos qui retiennent la masse d'air. Ce n'est pas complètement faux. En fait, l'espace clos fait en sorte que l'air bouge avec les passagers, ce qui élimine le vent. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'air n'est pas responsable du fait que les passagers bougent avec le train comme s'ils étaient au repos. Ça, c'est l'inertie. La preuve,
c'est que l'air ne nous freine pas en cas d'accident. Demandez à ces personnes si l'air les a retenus. C'est aussi à cause de l'inertie qu'il faut attacher sa ceinture de sécurité. Si la voiture s'arrête brusquement, le corps d'un humain, lui, à son inertie, a tendance naturellement à continuer sa route et à aller s'écraser dans le pare-brise. Portez votre ceinture de sécurité. Enfin, on remarque aussi l'inertie au Québec lorsqu'il y a de la glace au sol. Lorsque la friction du sol est grandement réduite, l'inertie prend toute la place. Un objet au repos reste au repos. Et un objet allant en ligne droite continue sa ligne droite. J'espère que vous commencez à voir la réalité de l'inertie. Si on revient à la question qui nous occupe, à savoir pourquoi l'atmosphère tourne-t-elle avec la Terre, il faut voir que lors de sa formation, la Terre n'avait pour origine pas d'atmosphère. Celle-ci s'est constituée à mesure que s'échappaient des sols diverses substances qui donnèrent lieu à l'atmosphère. Mais dans tout ce processus, il faut comprendre que le rejet graduel des gaz dans l'atmosphère a dû respecter le principe de l'inertie. Lorsqu'un volcan ou n'importe quoi d'autre relâche un gaz dans l'atmosphère, le volcan tourne avec la Terre. Les gaz qui ont été rejetés de la Terre ont donc une inertie et tournent également avec la Terre. C'est comme pour la pomme dans le train. Une fois qu'on lâche la pomme, celle-ci n'arrête pas brusquement, elle poursuit sa course. Et voilà comment l'atmosphère a pu tourner avec la Terre dès sa formation. On pourrait même imaginer ce qui se serait produit si la Terre avait été en mouvement à l'intérieur d'une atmosphère parfaitement statique. Eh bien, ce sont les frottements qui auraient fini par faire tourner l'atmosphère. La Terre qui tourne entre en effet en contact avec les gaz, ce qui crée un frottement, ce qui aurait fini tôt ou tard par entraîner les gaz en rotation avec la Terre. Mais je répète, les lois de la physique ne permettent pas de dire que l'atmosphère ait jamais été statique par rapport à la Terre. Terminons en ajoutant l'effet de la gravité. Ça, les platistes l'ont bien compris que la gravité est responsable du fait que l'air reste sur Terre. Cependant, la gravité n'a pas à proprement parler l'effet de faire tourner l'atmosphère avec la Terre. Ça, comme on l'a vu, ce sont les frottements et surtout l'inertie. La gravité, cependant, empêche l'atmosphère en mouvement de s'échapper. La Terre tourne en rond et non de manière droite. L'atmosphère, quant à lui, tend naturellement à aller en ligne droite, le mouvement rectiligne uniforme, comme on a vu. L'atmosphère en mouvement va donc dans une direction rectiligne et non de manière circulaire. Il faut donc, pour que l'atmosphère reste sur la Terre, qu'une force soit exercée sur elle, l'atmosphère. C'est la gravité qui vient agir sur l'atmosphère de sorte qu'elle fasse un mouvement circulaire autour du centre de la Terre. Il est important de comprendre que la gravité ne fait pas bouger l'air, c'est l'inertie qui la fait bouger. La gravité ne fait que dévier le mouvement naturel en ligne droite en mouvement circulaire. Il n'y a aucune raison de croire que le saut de Baumgartner n'ait pas pu se produire tel qu'il s'est produit. Baumgartner tournait avec la Terre parce que l'atmosphère tourne avec la Terre. Tout argument platiste qui ne tient pas compte de l'inertie n'est autre que bidon. L'atmosphère tourne avec la Terre. 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 Est-ce que c'est clair? Écoute, j'ai vu des vidéos sur YouTube qui expliquent pourquoi tu peux pas exister l'héliocentrisme. Si la Terre tournait, Baumgartner serait atterri dans le Pacifique. Écoute, Terre Pizza, tes supporters comprennent pas du tout la physique. Ils comprennent pas c'est quoi l'inertie. Tiens, voilà l'autre rondisme, monsieur géocentrisme. Terre Pizza, j'écoutais de loin ce que tu disais là, pis vraiment ça a pas rapport. J'existe, moi. Même si la Terre bouge pas, ça veut pas dire qu'elle est plate. Ça sert à rien de discuter avec vous autres. Je m'en vais, bande de moutons. Tu sais, géocentrisme, ça fait longtemps que je t'aime pas trop. Mais comparé à l'autre crétin, t'es vraiment rien. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être amis? Pas vraiment, non. Faut pas charrier quand même.